Bon, salut à tous les deux. Merci d'avoir accepté du coup de me recevoir. Avec Merci grand à plaisir. toi. Je suis très contente. Donc aujourd'hui, je suis venue pour parler de la place de la nutrition dans le MMA français. Donc Nicolas Hoth et Delphine Benoît. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu à tour de rôle. Alors, non, ouais, je suis combattante de MMA. À côté, je fais prof de PS. J'ai eu pas mal de titres en amateur. J'ai fait championne de France, championne du Cage Warrior amateur. Ok. Euh, Après, sur le circuit IMAF, j'ai fait bronze aux Europes, bronze au monde et argent au dernier championnat du monde. Ok. Et c'est suite à ça que je suis passée professionnelle. Et D'accord. c'est aussi là-bas que j'ai connu Nicolas. Et donc là, en pro, on travaille ensemble avec aussi H du Fight Industry. Et du coup, Nico et H m'ont emmené dans ma carrière pro. Là, je suis à 4-0 pour le moment. Et du coup, donc, toi, c'est quoi un petit peu ton background dans le Mon MMA? background dans le MMA, ancien combattant professionnel. J'ai fait 3e au championnat du monde amateur. Et depuis une dizaine d'années, je suis entraîneur avec cette vision un petit peu holistique de la performance. Donc entraîneur, mais en même temps préparateur physique et nutritionniste pour accompagner la performance voilà, dans toutes ses facettes. Ok. Donc Ouais. préparateur mental aussi un petit peu, mine de rien. Enfin, t'accompagnes quand même dans la globalité. Ouais, en fait, j'irai pas dessus dans le sens où j'ai pas une formation attestant de Oui. ma préparation mentale. Je pense pas forcément que ce soit mon point le plus fort en tant qu'entraîneur. Mais par contre, sur les pôles préparation physique et nutritionniste, j'ai été formé, j'ai été diplômé. Je pense que je suis assez bon là-dedans. Et sur l'entraînement de manière holistique, encore une fois, tu vois, c'est vraiment Ok. intégrer l'ensemble des facteurs pour dire ce facteur-là, il est très important sur la performance, celui-là, il est un peu moins. Pour toi, celui-là, il est important. Pour quelqu'un d'autre, il est moins important. Et c'est de déceler ce facteur qui va te permettre de changer de niveau. Ouais, vraiment déterminer en fonction de la personne et de l'athlète C'est en ça. fait que tu as en face de toi, quels sont ses points forts, quels sont justement les points sur lesquels il faut un peu plus travailler. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, donc tu as créé Smart Fight, c'est ça? Ouais, alors Smart Fight, c'est le nom que j'ai donné voilà, à ce que je faisais, quoi, à mes prestations. Parce que je fais des programmes en ligne, notamment de préparation physique, qui ont pour objectif d'être des programmes qui ne sont pas très compliqués, qui sont très applicables au quotidien et surtout qui ont eu un retour terrain, parce que c'est la réalité des programmes que j'ai utilisés aussi bien avec des débutants, des intermédiaires que des confirmés. Et ce que j'ai fait avec ces programmes, c'est que je les ai filmés en temps réel avec certains de mes athlètes qui faisaient le programme. Ok. Donc sur le premier programme, on a Alexis Barbosa qui est devenu champion du ONE, on a Kenji Grillon, champion du monde de karaté. Et ils ont suivi ce programme pendant 1 an et demi, 2 ans. Et quand j'ai mis en vente ce programme, je les ai suivis dans une séance et on a filmé réellement une séance. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Souvent, il y a un gros fossé entre le terrain et la réalité. Et là, moi, j'ai essayé de concilier les deux. Et donc dans ce programme, il y a et du sport et de la nutrition. Alors, dans le premier programme qui est sur smartfight.fr, on a du sport, de la préparation physique et de la nutrition, qui est un programme plutôt pour je commence la musculation, je commence la préparation physique, je commence par celui-là. Et le deuxième que j'ai intitulé Deviens fort, on peut aussi avoir les deux, la nutrition et la préparation physique. Et sur la préparation physique, on est sur un cap de j'ai commencé déjà la musculation, je me suis déjà renforcé. Maintenant, mon objectif, c'est vraiment de devenir plus fort. Ok. Voilà le programme que je peux utiliser. Et Oui, il y celui-ci, a déjà une voilà. condition Il y a physique. déjà une petite base. Et du coup, donc, toi, Delphine, comment t'en es venue au MMA? Parce que j'ai vu qu'avant, tu faisais plutôt du grapple, de la boxe. En fait, j'ai commencé par le grappling. J'ai eu une mutation par rapport au travail. Quand j'ai commencé à être prof, j'ai été mutée dans l'Essonne, Ouais. à Évry. Et j'ai vu qu'il y avait un club là-bas de MMA et grappling. Sauf que le grappling là-bas, ça me plaisait pas trop parce que j'étais dans un club où il y avait plein de légers, c'était technique et tout. Et là, j'arrive dans un club où il y a quasiment que du combat. Enfin, ça je m'en plaindrai pas, mais, mais je voulais dire, il y a beaucoup de lourds, pas forcément très techniques. Donc en fait, petit à petit, je me dis, je vais me mettre au MMA. Surtout qu'il y avait Johnny Frachet, excellent entraîneur de MMA, enfin de sol aussi, hein, mais du coup, il faisait beaucoup les cours de MMA, donc j'ai suivi là-dessus. Et ensuite, j'ai combattu quasiment, à partir du moment où j'ai commencé le MMA, j'ai eu une date de combat. Ah, mais c'est génial. Ouais, je pense que j'ai dû faire mon premier combat au bout de 2-3 mois de MMA.
T'as pas eu peur, tu as été. C'était le BD ou c'était les France C'était le BD, ouais. C'était le BD, c'était mon tout premier combat. Et donc de là, je me dis, bon, je sais rien faire en boxe, je vais un peu travailler ma boxe. Donc on me donne 2-3 conseils en boxe anglaise. Et juste après mon premier combat, je me blesse à la nuque. Aïe. En revenant à l'entraînement, en fait, je combattais le dimanche, le lundi, je viens à l'entraînement, je me blesse. Et du coup, je pouvais plus lutter, je pouvais plus faire de sol, donc je me mets à la boxe anglaise. Et je fais que de la boxe anglaise jusqu'au championnat de France, où j'y étais allée, j'étais encore blessée, je pouvais pas lutter, pas faire de sol. Et j'y suis allée pour boxer, en fait. Mais du coup, au final, tu étais hyper complète, en fait. Je suis devenue complète, ouais. mais quand j'ai commencé le MMA, H, mon entraîneur qui m'a eu depuis le début, il aime beaucoup raconter une anecdote où je tapais dans le sac et en fait c'est moi qui reculais, le sac il bougeait pas. Et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise limite en striking qu'au sol. Là c'est ce qu'on travaille en ce moment, de retrouver les bonnes sensations du sol parce que je suis plus trop là-dessus. Et alors à quel moment justement, ça c'était une question que j'avais, on détermine que la personne peut passer en pro? C'est le nombre de victoires qui détermine ça? Alors avant il n'y avait pas de règle. Ok. Si ton entraîneur pensait que tu as le niveau pro, il passait pro parce qu'il n'y avait pas de circuit amateur en France. Donc globalement, tu passais rapidement pro. Maintenant, il y a une règle qui a été mise en place par la Fédé. Elle a évolué, donc je ne sais plus combien c'est exactement, mais je crois qu'à un moment, c'était 6 combats amateurs pour passer pro. J'ai entendu ça aussi. Voilà, peut-être que ça a diminué un petit peu, mais l'idée, c'est qu'il faut un certain nombre de combats et un certain nombre de victoires aujourd'hui en France pour passer pro. À l'étranger, c'est pas comme ça, tu passes pro quand tu veux. Okay. Simplement, tu prends le risque d'être face à des combattants très expérimentés et de perdre rapidement. Ouais, j'imagine bientôt l'UFC. Du coup, est-ce que c'est en... C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. C'est pas encore en discussion. Ok. C'est en discussion entre nous. Ouais. Mais eux sont pas encore au courant. Ouais, c'est un objectif. On vise haut parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne elle aussi. Elle a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que l'objectif précédent, c'était les championnats du monde, mais être championne du monde. L'objectif maintenant, c'est l'UFC, parce que ça nous permet d'avancer vite, d'être focus, etc. On avait pour objectif, dans un premier temps, l'UFC Paris. Ouais. Donc on a fait beaucoup de combats d'affilée, 4 combats là d'affilée, pour arriver vite à avoir un palmarès solide pour l'UFC Paris. Et puis on a pris cette décision, on aurait pu postuler, mais on a pris cette décision de rentrer à l'UFC avec encore plus de confiance, encore plus de capacité en fait à affronter n'importe qui une fois qu'on y serait, et donc de dire bon, on va repousser un petit peu l'entrée. En tout cas, on ne va pas se proposer pour l'instant. Okay. On va attendre un petit peu, on va consolider encore avec quelques combats. Et si à ce moment-là, on se sent prêt, on ira à l'UFC. Et au moins à l'UFC, on pourra accepter n'importe qui, parce que c'est comme ça à l'UFC. Refuser un adversaire, c'est pas trop bien vu. Ouais, c'est mal vu. Ouais. Oui, donc renforcer vraiment les bases. En plus de ça, du coup, tu dois jongler aussi avec ta carrière pro, parce que du coup, là, c'est hyper énergivore comme sport. Et en plus, du coup, à côté de ça, tu es aussi prof de PS. Donc, c'est quand même, ça doit être hyper intense pour toi. Ouais, ce qui est incroyable et la chance que j'ai, c'est que déjà, j'ai beaucoup de vacances scolaires. En vacances scolaires, je m'entraîne j'avoue que ça, beaucoup c'est pas mieux. mal. Je peux me reposer entre les entraînements. Et l'autre gros, on va dire, avantage de ce travail, c'est qu'en fait, j'ai pu caler mes heures sur l'après-midi. En gros, comme je suis agrégée, j'ai un petit peu moins d'heures. Ok. Et j'ai pu caler que l'après-midi. Là, je vais travailler 0 matinée. Et donc, je peux m'entraîner le matin. J'enchaîne avec le travail et je peux me réentraîner le soir. Ok, oui, c'est ça, parce que du coup, il y a 2 entraînements. Et c'est qui détermine justement qu'il faut 2 entraînements par jour, en fait? C'est toi qui fais le programme? Comment tu l'articules? En fait... Tu dois t'entraîner à la hauteur de ta capacité à récupérer. Et donc, plus tu t'entraînes, mieux c'est, mais à mesure que tu es capable de récupérer de tes entraînements. Et donc, on a une discussion, H, moi et Delphine, permanente sur quelle est la quantité optimale que tu peux faire et qu'on doit faire en ce moment. Donc, l'idéal, c'est cet emploi du temps avec 2 entraînements par jour, mais il est très modulable. Que ce soit dans des phases comme ça où c'est les vacances et du coup on essaie de diminuer un petit peu la charge de travail parce qu'il y a des moments où on a trop fait l'année dernière.
Et puis, au cours de l'année, on peut aussi moduler et dire, écoute, ce soir, on va y aller mollo, ou demain, on va faire comme ça, ou etc. Le plan fixe, c'est les 2 entraînements, c'est cette régularité, mais ce plan, il peut être modulé en fonction de ce qui se passe. Ouais, c'est pas fixe, même si tu tombes malade ou si tu es un petit peu fatigué. Enfin, les femmes aussi, le cycle prémenstruel, toutes ces choses-là. Enfin, parfois, on est totalement HS, donc c'est pas du tout fixe. Et faites attention à ne pas passer un cap pour être dans le surentraînement, en fin de compte. C'est ça. En fait, ce qui est fixe, c'est le fait que le matin, elle s'entraîne avec moi, le soir, elle s'entraîne avec H. Ce qui est fixe, c'est les horaires du matin, les horaires du soir. Ce qui n'est pas fixe, c'est le contenu de la séance, l'intensité de la séance, le type d'exercice, tout ça, c'est très. Aujourd'hui, on parle beaucoup en planification de micro-management, de micro-planification. Parce que si tu es sur des athlètes de haut niveau, tu sais, la planification russe à l'ancienne, tu vois, tu as établi un plan, le plan il dure 8 à 12 semaines, comme on fait quand tu passes ton BPGEPS, on fait une planification sur 12 semaines. Personne ne fait ça sur le terrain, ça n'existe pas. Tu ne peux pas savoir dans 12 semaines ce qu'il va faire, je ne sais même pas dans 3 jours comment elle va être. Donc en vrai, la planification, c'est de la micro-planification. Et en fait, à la semaine, on fait des micro-évolutions. Et ces micro-évolutions, elles nous portent vers un projet global qu'on a établi à l'avance. C'est-à-dire qu'on sait on part de Paris, on sait qu'on veut aller à Marseille, on sait que globalement, on va vers le sud. Mais ici, il y a un bouchon ou ici, il y a un accident, on va prendre cette petite route à côté parce que ça nous permet d'aller plus vite. Ah, ça a l'air quand même déjà plus qualitatif, même pour l'athlète. Enfin, pour toi, au final, c'est plus à l'écoute de tes ressentis, de tes sensations, de tes besoins. Non, ça a l'air vachement cool en tout cas. C'est quoi ton entraînement préféré? En fait, c'est des types d'exercices que j'aime bien. J'aime beaucoup le sparring. Parce que je trouve qu'en vrai, il n'y a que ça qui est vrai. Enfin, c'est ce qui reste. Tu vois, tu peux faire, je sais pas, des tonnes d'exercices. Si tu n'as aucun moment où tu arrives à les appliquer en sparring, au final, tu ne vas pas vraiment les retenir. Du coup, toi, par exemple, donc, entre tes 2 entraînements, comment tu gères ta récupération? Tu t'hydrates à fond? Tu prends le temps peut-être pour te poser un peu 1 heure ou 2? Comment ça se passe ta récupération entre les séances? Alors, quand je travaille, en fait, j'ai pas du tout le temps de me poser. Dès que je quitte l'entraînement, je rentre chez moi et j'ai un quart d'heure, 20 minutes si ça a bien roulé, pour manger, me doucher si j'ai pas pu me doucher au club. Wow. Et donc j'enchaîne avec le travail directement. Et après, dès que je finis le travail, pareil, j'ai une petite demi-heure avant de repartir à l'entraînement. Donc en fait, oui, je m'hydrate, mais entre ces 2 entraînements, j'ai pas une grosse marge de manœuvre pour bien récupérer. Par contre, le truc où je suis super sérieuse, c'est entre celui du soir et celui du lendemain, parce que je me couche vraiment tôt. J'essaie d'avoir mon sommeil bien nickel. Tu dors combien d'heures à peu près par nuit? Au moins 8 peut-être? Ouais, je pense que je suis autour de 8. Mais en vrai, si t'as pas un petit rituel pour te calmer, c'est super dur de s'endormir après l'entraînement du soir. Ah d'accord, ouais, en fin de Parce compte, qu'en fait, t'es encore boosté, t'es dedans. encore à fond. Ouais. Donc si tu te calmes pas, si tu fais pas un truc pour redescendre, et c'est galère de s'endormir. T'es dans le lit, mais tu fais rien. Enfin, tu dors pas, quoi. Ouais, un peu comme quand tu as du mal à mettre ton cerveau en pause. Ouais. Tu fais que de réfléchir et que tu es en boucle. Même tu dois revoir finalement toutes les techniques que tu as revues dans la journée dans ton lit. Enfin, tu es en boucle. Ouais. Okay. Mais tu sais, je rêve très peu. Et si la nuit, je me réveille, ce qui est rare, et franchement, 9 fois sur 10, c'est que je suis en train de me battre dans le rêve. Ou de driller, ou de faire un truc. J'adore. Ah, c'est fou. Et du coup, bon, on est venu pour parler nutrition aussi. Forcément, tu entraînes plusieurs combattants. Quelle est la place du coup de la nutrition dans la vie d'un combattant? C'est drôle parce qu'avant de venir ici, je t'ai envoyé une vidéo où on avait un grand entraîneur qui s'appelle John Danaher, qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde, et ses athlètes. Et il disait en fait, en gros, il disait que la plupart des athlètes, ils réussissent à haut niveau en dépit d'une bonne nutrition et je dirais même en dépit très souvent d'une bonne préparation physique. Et ça, c'est vrai que c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire que la réalité du terrain, c'est que après, je pense beaucoup d'athlètes, mais moi, si je parle de ceux que je connais, c'est-à-dire les combattants. Les combattants, leur truc, c'est de combattre. Tu vois, ils viennent te dire, moi, mon truc, c'est le sparring. Donc déjà, quand tu arrives à faire en sorte qu'ils aient une hygiène de vie qui soit relativement carrée, c'est-à-dire que je me lève à heure fixe, je me couche à heure fixe, j'ai mon entraînement du matin, j'ai mon entraînement du soir, déjà, sur
c'est-à-dire les restrictions que tu as mis en place chez eux, tu as déjà mis pas mal de restrictions. Ensuite, on est dans des sports à catégorie de poids. Donc, il y a une date à laquelle tu dois faire un certain poids. Et ça, c'est un stress pour tous les combattants. C'est-à-dire que c'est le stress majeur parce qu'on veut être dans la catégorie la plus légère possible, parce qu'on a un avantage physique, morphologique. C'est-à-dire que si je suis dans une catégorie basse, je peux être plus grand, je peux être plus fort, etc. Donc, on va être dans la catégorie la plus basse de manière générale. Mais en même temps, être dans cette catégorie-là, c'est faire beaucoup de sacrifices sur l'alimentation. Et on sait qu'il y a un lien entre l'alimentation et la récupération. Et donc, le point le plus dur pour tous les combattants, ils te le diront toujours, c'est la nutrition. Tu leur dis, quand tu auras fini ta carrière, qu'est-ce qui va te faire le plus plaisir? Ils ne vont pas dire c'est d'arrêter de m'entraîner. Ils vont dire c'est pouvoir manger ce que je veux. Et donc, il y a plein de frustrations qui se créent autour de ça. Et si on cumule ça avec le fait que, en général, il y a des bases de connaissances d'alimentation qui sont extrêmement faibles, il y a des erreurs qui ont été propagées pendant toute leur… Tu vois, ils n'ont pas eu de formation sur la nutrition et sur les aliments qu'ils peuvent manger, etc. Et on a presque un comportement classique chez le combattant qui alterne boulimie, anorexie, boulimie. Je mange beaucoup parce que je sais qu'à un moment, je vais plus manger. Et donc, je mange beaucoup maintenant parce que ce moment où je vais plus manger ou moins manger, il va arriver. Et donc, je veux profiter avant qu'il arrive. Ouais, c'est un cercle vicieux en fait, c'est une source de stress, c'est un peu anxiogène limite. Ouais, c'est anxiogène. C'est anxiogène et puis c'est ça en fait, on se dit bon là en fait je vais me laisser totalement aller parce que j'ai encore le temps de gérer après mon poids, de retourner vers un poids de combat. Ouais. Mais du coup en fait quand ça fait 3-4 jours, une semaine qu'on s'interdit de manger ou qu'on réduit considérablement les sucres, quand on y a le droit, ça doit être, c'est une orgie. C'est clairement, on ne peut plus s'arrêter, quoi. Un combattant, il va te le dire, mais un combattant, la semaine du combat, il pense 90% du temps, il pense à la bouffe. Et il pense à la bouffe qui est mangée après le combat. 90% de ses pensées, paquets de bonbons et tout. Elles sont dirigées vers ça. Et alors toi, on t'a déjà demandé des grosses variations de poids, du coup, pour combattre? Je pense que je suis pas la plus à plaindre, en vrai. Quand je vois mes copines qui font des plus gros régimes que moi, qui font plus de sacrifices par rapport à ça. Mais en amateur, c'était vraiment dur. Là, ça va mieux en pro. Mais en amateur, en fait, comme tu es pesé le jour même, tu ne peux pas perdre beaucoup d'eau. Une des, on va dire, façons de perdre le poids, c'est de perdre de l'eau. Donc, tu perds de l'eau, tu te réhydrates juste après. Tu peux perdre, nous on fait 3 kilos, mais tu peux perdre 2 kilos, 5, 6. Il y en a qui vont jusqu'à 6, peut-être même plus, je sais pas. Ouais, ça, en fin de compte, tu te déshydrates, même tu peux regarder un peu ce que tu perds en faisant une séance, tu peux regarder comment tu te déshydrates aussi la nuit. Et en fait, à partir de ça, ça aide vachement justement pour rentrer dans le poids cible. Mais c'est vrai que quand tu es pesé le jour même, ouais, du coup, tu vois, 1 heure pour te réhydrater, t'as quoi? Peser le jour même et avec des combats tous les jours. Ouais. Les championnats du monde. Tu peux pas rebondir. Waouh. C'est un marathon. Ouais, exactement. Et du coup, tu peux pas faire cette stratégie de profiter. Donc tu fais attention toute l'année, tu pèses ta nourriture, toute l'année en fait, tu peux pas grossir. Tu faisais attention toi de base avant de commencer le MMA ou non? Non, je faisais pas attention à mon poids. J'ai toujours mangé plus ou moins ce que je voulais sans. Enfin, je vais pas te dire sans grossir parce que du coup je me pesais jamais. Oui, donc tu voyais pas forcément. Je voyais pas de différence et je mangeais pas mal de conneries. Maintenant, juste après les combats, je remange plein de conneries. Depuis que je suis en pro, j'ai ce luxe. Genre ton petit péché mignon après un combat. Ah, j'aime bien les cookies et le chocolat. Ok. Mais je te fais 3 jours. Full cookie. Je mange pas de protéines, enfin pas de viande, pas de tout ça. Et je mange que des conneries pendant 2-3 jours et après je me régule. Ah, donc il y a quand même une grosse frustration, c'est beaucoup de sacrifices. Enfin, on l'entend, que ce soit dans ton mode de vie, le nombre d'entraînements, sur la nourriture, sur tout ça. Au final, 100% de ta vie tourne autour de ça, quoi. Le truc, c'est que les entraînements, en fait, normalement, c'est ce que tu aimes. C'est un peu une passion, ce sport, quand tu le fais en professionnel, etc. Donc, il n'y a personne qui va, on va dire, râler pour aller s'entraîner.
Mais crever de faim, c'est la passion de personne, tu vois. Ouais, Donc, c'est clair, c'est clair. donc ouais, faire des gros régimes, franchement, c'est... Et alors justement, donc tu détermines un plan nutritionnel où, ouais, donc il y a vraiment tout, les calories, le grammage. Alors, il y a différentes façons de faire. Hein. Ouais. On peut faire un plan et donner le plan, Ouais. ou on peut partir de là où tu es, de ce que tu manges, Et et, adapter. et modifier ce que tu manges. Donc, ça dépend des personnes. Il y a des personnes à qui je dis il faut que tu manges ça, et des personnes à qui je dis fais-moi voir ce que tu manges, et on modifie au quotidien selon l'évolution de ton poids, mais de ce que tu manges, etc. etc. Delphine, elle a une particularité, une particularité qui est très rare dans l'univers des sports de combat, c'est qu'elle sait cuisiner. 90% des combattants, tu peux pas leur proposer des trucs complexes parce qu'eux-mêmes n'ont jamais touché à une casserole et une poêle. Ah, c'est chaud. Donc soit ils vont donner ça à leurs copines, à leurs femmes, à leur maman. Et ça, c'est une chance. C'est une chance, mais c'est-à-dire que en fait, tu es en train de discuter à plusieurs personnes, il faut expliquer à plusieurs personnes le process. Il peut facilement y avoir des incompréhensions, ce qui est normal parce que tout le monde n'est pas éduqué sur la nutrition, donc c'est normal. Et en fait, ouais, dans le processus de coaching en nutrition, bah, tu le sais, il y a beaucoup d'éducation en fait. Il y a beaucoup de je vais t'apprendre des choses pour que toi tu comprennes, et une fois que tu auras compris, ça va devenir de plus en plus simple. Et après, moi, ce que j'ai constaté, tu vois, par exemple avec Nassourdine, c'est que quand on a des combattants qui ont beaucoup d'années d'expérience, parfois ils passent un cap où ils disent ok, maintenant j'ai compris, tu vois, j'en ai marre de faire le yo-yo, j'en ai marre de la frustration des régimes, etc. Je m'auto-régule et en fait je monte jamais trop haut. Et je rentre plus jamais dans ce cycle de j'ai trop faim, je suis obligé de couper, etc. etc. Ça, je l'ai vu chez plusieurs combattants plutôt en milieu de carrière, tu vois, rarement en début de carrière, en milieu de carrière. Souvent en début de carrière, tu as ce phénomène quand tu commences à travailler avec un nutritionniste et que tu comprends les leviers sur lesquels tu peux jouer, le weight cut, le cut de l'eau, le fait de jouer, bah, je peux boire du sirop 0 calories, je peux boire du coca 0, etc. Et que tu commences à comprendre ces leviers, bah, c'est presque un cheat code et tu dis ok, finalement, j'ai plus besoin de, je sais pas, je vais prendre Delphine, j'ai plus besoin de rester à 56, 57, je peux monter jusqu'à 60 parce qu'avec ça, je vais pouvoir jouer et je vais pouvoir redescendre. Donc finalement, parfois, c'est presque un désavantage que tu donnes dans un premier temps. Et puis après, il y a comme un phénomène de régulation qui fait que, bon, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas quand même envie d'à chaque fois souffrir au dernier moment, etc. Et je vais me réguler et je vais redescendre à un poids qui est facilement manageable. Ouais, ça, c'est une sorte de rééquilibrage C'est un alimentaire, rééquilibrage, mais qui prend du temps. qui est périn dans le temps, qui ça. est durable. Parce que oui, ça, et puis en plus de ça, à faire des grandes variations de poids comme ça, je pense que le corps, quand même, il prend des coups. Hein. Le corps, il prend des coups. Peau. Ce que tu constates, c'est que bah, souvent, tu as une diminution de la masse musculaire avec une augmentation de la masse graisseuse. Parce que c'est plus facile de perdre du muscle que du gras. Carrément, ouais. Et donc, à chaque combat, tu perds un peu plus de muscle, tu reprends un peu plus de gras. Et au bout de un combat, ça ne se voit pas. Mais 3-4 combats, tu commences à dire ah, mais en fait, il y a une augmentation. Et donc, en termes de performance, c'est jamais intéressant de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à moyen et haut niveau, le nombre de combats est plus limité. Et donc, parce que si tu as 3 combats par an à haut niveau, c'est bien. Et donc, tu as plus de temps pour dire je régule mon poids, je le laisse autour de ça. Et puis, 3 fois dans l'année, je descends, mais c'est que 3 fois. Et donc, il y a moins d'effet yo-yo permanent. Elle, l'année dernière, elle a fait 17 combats. Ouais, donc tu es obligé de rester pas loin quoi, de 17 ton poids combats, cible, c'était sinon beaucoup. c'est trop compliqué. Tu prends des compléments alimentaires, tu te supplémentes un petit peu Ouais, je prends des compléments alimentaires. Je prends des vitamines. Ouais, Je prends vitamine C, vitamine D et un multivitamine. ok. Je prends du magnésium le soir. Je prends aussi oméga 3, du collagène Collagène. et un peu de whey de temps en temps. Tu arriverais là à m'expliquer une petite journée type alimentaire, si tu essayes de généraliser au maximum Je mange pas mal de régluants en ce moment. Je sais pas, Ok, dès le matin, un une petit fixette régluant. là-dessus. Ouais, en fait, je fais un truc. Ça s'appelle c'est du régluant à la mangue. Ah, C'est dans la sucré. petite feuille Ouais, c'est là. dans Oh un là truc de là, c'est coco. super bon ce truc là. Ouais, sauf que du coup, comme je le fais moi-même, et je m'arrange pour mettre ce qu'il faut comme nutriments dont j'ai besoin. Ok.
Donc en fait, au lieu de mettre du lait de coco, bah, je mets du lait d'amande, je mets de la whey dedans à la vanille. Comme ça me fait un espèce de riz coco à la vanille. Ouais, t'as remixé, mais en le rendant un peu plus protéiné. Parce Ouais, que c'est ça. Donc en ce moment, je me fais ça le matin, donc des fruits et du riz gluant avec de la whey. Le midi, je vais manger souvent une salade. En vrai, en ce moment, j'ai pas trop faim le midi vu qu'il fait chaud. Ouais. Donc je vais manger des crudités et des protéines. Je mange pas tout le temps des glucides en ce moment le midi. Et tu arrives à tenir après tes entraînements quand même Bah là, j'en ai qu'un en ce moment, donc c'est plus Ok. facile. Mais normalement, c'est vrai que je devrais manger le midi après l'entraînement. Je devrais rajouter plus de glucides complexes, on va dire, Ferme. pour refaire mes stocks. Aussi, ouais, carrément. Ouais. Et après le soir, je mange un peu de riz encore Ok. avec des légumes et des protéines. Ouais, donc c'est assez équilibré. Et tu te fais des petites collations quand même, ou t'as pas le temps, t'es tellement dans le speed. Non, là en ce moment, en fait, j'ai le temps. C'est juste qu'il fait chaud. T'as des jours de repos où tu t'entraînes pas, enfin fixe dans la semaine Ouais, c'est toujours le dimanche. Des fois, on déplace au samedi, mais c'est très très rare. Et alors justement, par exemple, quand tu as un athlète, enfin un combattant qui arrive proche de la deadline pour justement son poids de combat, tu mets quoi en place en fait avec lui sur l'alimentation? C'est quoi les conseils que tu vas lui donner purement sur la nutrition pour essayer de booster le plus rapidement? En fait, on a deux phases. On a la phase de régime, on a la phase de weight cutting. Sur la phase de régime, l'erreur la plus prévalente, c'est la suppression des glucides trop tôt. C'est-à-dire que l'astuce utilisée par tous les combattants depuis toujours, c'est de dire bah, vas-y, j'arrête les glucides. Je perds du poids très très rapidement quand j'arrête les glucides. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ensuite, je perds de l'énergie, je perds en termes de récupération. Soudainement, j'arrive plus à être explosif. J'ai plus envie d'aller à l'entraînement parce que je suis fatigué tout le temps, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est conserver les glucides le plus longtemps possible, de façon à ce que quand on arrive sur la phase de weight cutting, bah, avant le weight cutting, on a une phase de cétogène, et puis ensuite, on joue sur l'eau. Mais du coup, les glucides, on les coupe au dernier moment, et donc on a des points de référence. En fait, l'idée, c'est de donner des points de référence, c'est de dire, moi, ce que je veux, c'est qu'à une semaine du combat, ce que je veux, c'est qu'en poids de stabilisation, tu sois là. Ok. À une semaine du combat, tu sois là. Et ensuite, on a en gros un échéancier où de combat en combat, je lui dis, voilà, le vendredi, tu es à tel poids, le samedi, tu es à tel poids, le dimanche, tu es à tel poids, le lundi, tu es à tel poids. Voilà. Et on a nos points de référence. Et on a nos points de référence par rapport à un cut qui se passe bien. Donc on dit, voilà, quand le cut il se passe bien, voilà l'évolution de ton poids du vendredi au jeudi. Et du coup, nous, ça nous donne nos références. Et quand le cut il se passe bien, dans la phase de régime, bah, tu pars de là et tu descends vers là. Ok, donc c'est sous forme de paliers en fait. C'est des paliers, ouais, c'est tu ça. vas petit C'est à des paliers. petit. Et les paliers sont personnels. C'est-à-dire qu'après, on peut les réajuster en disant, écoute, par exemple, Nas, lui, c'est un mec qui cut très peu. Et c'est un mec qui est à 91-92 kg hors combat. Tu vois. Et ensuite, le jour du combat, donc il est pesé à 84 kg. Ouais. Et le jour du combat, la dernière fois, il est monté un peu plus haut que d'habitude. Je crois qu'il était remonté à 90 kg, ce qui est rare pour lui. Mais du coup, nous, nos paliers, c'est ça. C'est-à-dire que tu es à 90-91 une semaine avant le combat, 84 kg la veille du combat, Ouais. 89-90 le jour du combat. Ça, c'est des bons paliers pour nous. Et on a ces points de référence. Pour Delphine, c'est d'autres points. Pour tout le monde, c'est des points différents. Toi, tu as vraiment un exemple à nous donner, enfin la perte de poids qui t'a demandé le plus d'efforts là dans ta carrière pour le moment? Je pense que c'était celle des derniers championnats du monde. Ok. Parce que en fait, l'été, on a fait un gros programme de muscu. Donc j'ai pris en muscle, plus c'était l'été, j'ai pris en gras. Enfin, j'ai pas pris spécialement en gras, mais je pense que j'étais plus grasse et plus Musclé? musclée aussi, ouais. Que les années d'avant. Je pense que j'avais jamais été aussi musclée de ma vie. Elle a pris de ouf. Ouais. Ah ouais, On t'es a fait un monté à programme combien? 3 séances par semaine. Elle a pris de ouf. En muscle? Ouais. Ah ouais, moi, je me rappelle une fois, on était à la salle et elle courait. Et donc, elle se met en brassière pour courir. Et je vois le dos. Et je dis, wow, c'est une dinguerie le dos que tu as pris. Après, il y a eu un mix, tu vois, du volume de travail qu'on a fait en préparation physique, en musculation, du fait qu'elle commençait ce travail de préparation physique, musculation. Donc, c'est la phase où tu es super anabolique, tu n'arrêtes pas de prendre du muscle. Et le fait qu'aussi, elle commençait l'entraînement bicotidien. Donc, je pense que tu commences l'entraînement bicotidien. Dans le bicotidien, tu as de la lutte. Tu commences un régime alimentaire ou plus protéiné qu'avant.
Ouais, c'est parce ça. qu'on mettait l'accent aussi sur les protéines. Et en plus, tu as un programme de prépa physique et en plus, tu as la génétique qui te permet de prendre du muscle. Carrément. Et il y a un moment, je me rappelle, on a regardé, on a dit, c'est une dinguerie. Et elle dit graisse, non, elle n'avait pas pris de graisse, vraiment très peu de graisse. C'était en muscle. Tu la voyais, elle était taillée. Stock. Ah ouais, elle était balèze. Non, mais ça doit être frustrant du coup quand tu arrives à justement avoir une shape incroyable, beaucoup de muscles, on te dit pour ton combat il faut que tu perdes limite du muscle. Ouais. Et je pense que j'ai pas tant perdu que ça de muscles quand on est arrivé au championnat du monde. Parce qu'en fait, mes premiers championnats du monde, j'étais à 52 et j'y arrivais sans queuter avec un petit Younes, régime. ça va? Ça va? C'est pas grave. Ça va Younes? Donc ouais, j'y arrivais, on va dire, juste avec un régime. Ok. Après, on a fait ce programme de muscu. Et en fait, les jours avant la pesée, je me rappelle, pendant 3 jours, je mangeais que 2 whey par jour. Enfin, 2 scoops de whey par jour. C'est tout? C'est tout. Oh là Ouais. là, ouais, c'est quand Et même- parce que le poids, il descendait On a plus. eu un souci, le poids il descendait plus. Pendant Et un moment. j'étais... Enfin, tu sais, je bougeais mon bras, tu voyais toutes les fibres et tout. J'étais sèche. Et tu vois, c'est les championnats du monde. Je peux pas rater la pesée, quoi. C'est impossible. Ah la vache, et du coup tu as réussi à... Alors, on a dû cutter un peu là-bas. Ok. On cutait, je sais On a pas. cuté tous les jours. Ouais, mais entre 800 grammes et 1,5 kg. Je crois le dernier jour, on a cuté 1,8 kg même. On cuté, ouais. Putain, c'est hyper éprouvant. En plus, le cutting, la pesée, elle était à 6 heures. Ouais. Et donc le cutting, il lever à fallait le 4 faire à 4 heures. Bon, franchement, même en tant qu'entraîneur, j'ai jamais fait une semaine aussi éprouvante. Parce que qu'il se levait avec moi. j'étais sur son rythme le matin et le soir, j'étais sur le rythme des entraîneurs. C'est-à-dire que le soir, tu analyses des combats, parfois tu traînes aussi en tant qu'entraîneur avec les autres entraîneurs. Donc je me couchais tard, je me levais tôt, je coachais toute la journée et ensuite on était reparti sur le stress du lendemain. Franchement, c'était une semaine de ouf. Tu te rappelles, à la fin de la semaine, j'avais plus de voix. T'as donné ton âme en plus. Bah J'avais ouais. pris 20 ans. Même lui, il était déshydraté. il Même avait moi, cuté j'étais avec déshydraté. toi. Cuté avec moi. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écouteront, concrètement, ça consiste en quoi? On se réveille à 4 heures, on cut comment? Enfin, c'est... Ouais, pour faire. Tu veux expliquer? Non, vas-y. Pour faire très simple, en fait, on fait une hyperthermie, on fait monter la température du corps de différentes façons. Il y a 1000 façons de le faire. Et une fois qu'on a fait ça, on te fait transpirer et on te fait transpirer le plus longtemps possible. Ok. Et quand tu transpires, tu perds de l'eau. Et voilà, c'est une technique qui est dangereuse parce que. Tu perds des sels minéraux aussi. Tu perds des enfin, sels minéraux et trop perdre, c'est extrêmement dangereux. Donc il y a des limites dans lesquelles. Il y a une limite dans laquelle c'est optimal et puis après ça devient dangereux. Et donc on essaie de jamais arriver dans cette zone où ça devient dangereux. T'as déjà vu des gens que tu connais qui ont fait des trucs vraiment irresponsables, hyper dangereux J'ai vu des gens et je me suis retrouvé une fois dans une situation où un combattant il avait triché sur son poids. C'est-à-dire qu'il te dit un poids mais c'est pas le bon poids. Et du coup tu te retrouves avec une pré-déshydratation en fait. Tu es déshydraté avant de commencer le cutting. Et donc là où tu penses que. Parce que nous on fait une surhydratation avant. Ok. Donc, nous on surhydrate, on boit énormément. Comme ça fonctionne bien au niveau des Ça reins. fonctionne bien au niveau des reins, au niveau des hormones aussi qui permettent de créer la sudation. On est bien. Et en plus de ça, le fait d'enlever les sels minéraux, ça fait que l'eau ne s'attache pas. En fait, on déshydrate l'intérieur des cellules. Ok. Et donc, c'est très intéressant. Mais si tu passes normalement, sur la surhydratation, on est, je sais pas, à 4, 5, 6 litres par jour. Mais si moi, je pense que tu as 5-6 litres d'hydratation et qu'en réalité, tu as 2-3 litres de déshydratation, on a un différentiel qui est de presque 9 litres en fait. Et donc, quand tu arrives, tu me dis un poids, ce poids, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, dans la phase de cutting, enfin même dans toutes les phases de la vie, le poids ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux faire 70 kg, ta pesée pour 61 kg, elle est dans 3 jours et on est à l'aise, ou tu peux faire 70 kg et ta pesée, elle est dans 2 semaines et on n'est pas bien parce qu'en fait, ton 70 kg, c'est un faux 70 kg. C'est un 70 kg tu as déjà coupé les glucides, tu as déjà coupé l'eau. Ouais, Et donc t'es déjà pas bien. Tu n'es déjà pas bien. C'est... Donc l'état dans lequel tu es, en fait, c'est ça qui fait que le cutting va bien se passer ou pas. Le poids est un indicateur, mais seulement en conjonction des autres facteurs qui sont autour du poids.
Ah, surtout que ça, c'est des paramètres que tu peux pas vérifier. Il s'agit de l'honnêteté de la personne, là, parce que du coup, tu peux pas aller vérifier si la personne vraiment elle a arrêté de boire ou qu'elle s'est. C'est ça. C'est là où la confiance et l'honnêteté sont. Mais c'est pour ça que quand tu avances dans ta carrière d'entraîneur, tu travailles avec moins de gens et tu travailles avec un groupe de gens qui t'as vraiment confiance, parce qu'en fait, tout passe par la confiance. Tout. Là, on parle du cut, mais la prépa physique, le cut, le rythme de vie, l'entraînement, tout passe par la confiance. Ah, ben, on le voit, même vous deux, en soi, vous êtes beaucoup de votre temps quand même Énormément. ensemble, vous êtes pratiquement tout le temps ensemble. On le voit, même sur les autres interviews et tout que vous avez pu faire, vous avez créé quand même une vraie belle relation. Il y a beaucoup de confiance. C'est hyper important en fait dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Et dans les deux sens, lui, pour me faire réussir le poids, il a besoin d'avoir confiance en moi et de croire les données que je lui donne. Mais vice-versa. Je me souviens au tout début, quand on s'est rencontrés, pas le jour de la rencontre, mais je veux dire, les premiers championnats d'Europe, moi, mes coachs ou les gens qui m'avaient aidé pour le poids, ils m'avaient dit, ouais, fais comme ci, comme ça. Et j'arrive sur place et Nico, il me dit de faire autrement. Et moi, je me disais, tu vois, je faisais plus confiance, je connaissais encore très peu Nico. Et du coup, j'avais pas envie de faire ce qu'il me disait parce que je me disais, mais moi, on m'a dit l'inverse. Et en vrai, en termes de macro, c'était équivalent à ce qu'il me disait, à ce qu'on m'avait dit. Okay. Mais je savais pas quoi faire. Donc, en vrai, moi aussi, j'ai besoin de lui faire confiance pour suivre ses conseils et que tout se passe bien. En fait, là, c'est vraiment… C'est primordial. Et ce qu'elle vient de dire, c'est super important parce que si tu es face à un athlète qui demande l'avis à trop de gens, c'est brouillon, quoi. C'est brouillon et parfois, c'est même pas… Parfois, l'athlète va penser que les avis sont divergents alors qu'ils sont, j'appelle ça contexte divergent. Ils sont divergents, mais selon l'analyse du contexte. Tu vois ce que je veux dire? Genre le résultat est peut-être le même, mais le moyen différent. Ou même l'appréciation de là où on est. C'est-à-dire que si ton GPS, tu vas à Marseille, mais si ton GPS il pense que tu es à Dijon ou s'il pense que tu es à Lyon, il ne va pas te donner la même indication. Et peut-être que l'entraîneur sur place, lui, il a une vision de la situation. L'entraîneur à distance, il a une autre vision. Et l'entraîneur sur place, il dit un élément contradictoire, mais parce que lui, il a vu des choses que l'autre n'a pas vues. Et souvent, en réalité, dans tout ce qui est coaching, préparation physique, coaching, nutrition, etc., le conseil diverge à partir de l'analyse de la situation qui diverge. Bien sûr. Tu vois, très souvent, c'est ça la réalité. Parce que à niveau égal de compréhension du sport, tout le monde a plus ou moins des avis qui vont dans le même sens. Mais c'est comment toi, tu penses qu'on est où sur la carte? Toi, tu penses qu'on est là ou tu penses qu'on est là? Si les infos de base, elles ne sont pas les mêmes, forcément que l'analyse et les solutions proposées vont être différentes. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'analyse est mauvaise. Ça veut dire juste qu'on ne part pas avec les mêmes infos et on ne voit pas la même chose, quoi. Exactement. Parfois, elle est mauvaise, mais parfois, c'est juste, on ne se situe pas au même endroit sur la carte. On n'a pas la même précision de localisation. Ok. Et alors, moi, il y a une question qu'on m'a souvent posée. C'est en fait, dans le sport de combat pour un combattant, c'est quoi le plus important en réalité? C'est de couvrir les macros, d'avoir ce qu'il faut en termes de quantité alimentaire ou la qualité? Parce qu'on est quand même sur un sport qui est hyper énergivore. Donc, moi, je pense qu'en termes de hiérarchie, le plus important, c'est couvrir les macros. De loin. Ouais. De loin. Une fois qu'on a couvert les macros, si on arrive en plus à avoir de la qualité, et la qualité, tu sais, la qualité pour moi, l'effet de la qualité, il est sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas être en meilleure santé, tu vas peut-être réfléchir un peu plus vite, peut-être que dans certains mouvements, tu vas être un petit… Donc pour moi, l'effet de la qualité, il est sur le long terme. L'effet de la qualité, il est aussi, il te permet plus facilement de maintenir un poids parce qu'avec des aliments de qualité, c'est toujours plus facile de ne pas grossir qu'avec des aliments… On a fait la blague tout à l'heure parce que Delphine, elle a ramené des Mirabelles. Je vais avoir plus de mal à prendre du poids avec des Mirabelles qu'avec des pizzas ou qu'avec des cookies, même si fondamentalement parlant, il y a des glucides dans les cookies, il y a des glucides dans les Mirabelles. Mais fondamentalement, ça va être quand même plus facile pour… Donc, la qualité, c'est un travail de second ordre pour moi. Donc la micronutrition, elle vient après, une fois que les macros sont validés et qu'on voit qu'on peut aller un peu plus loin peut-être avec le combattant, avec l'athlète et qu'il est réceptif aussi. Et qu'il est réceptif, qu'il a cette capacité, que
dans tout ce que ça lui prend comme énergie, comme concentration, le combat, bah, il a encore de la disponibilité pour s'intéresser à la micronutrition, Carrément. pour s'intéresser à ce... Bon, bah écoute, on a fait le tour. Je suis hyper contente. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les petites questions. Et puis, bah, on va suivre, on va suivre la suite. Ok, c'est parti pour un petit réact. Donc, suite à cette interview, vous avez pu le voir, l'alimentation des combattants peut être une source de stress et d'anxiété. Et généralement, ça peut aussi emmener vers des troubles du comportement alimentaire. Tout simplement parce qu'on alterne des périodes de restriction intensive en termes d'alimentation, puis des périodes d'anarchie. On peut même associer ça à de l'hyperphagie. Et du coup, là, il y a souci. Donc, quels sont les conseils que moi, je pourrais donner de 1 pour stabiliser un poids de forme proche du poids cible pour les combats, mais aussi pour mener à bien les weight cuts et essayer de booster la perte de poids dans un temps donné. Alors, tout simplement, le but, ça va être déjà d'avoir un bon apport en protéines. Généralement, les combattants font un sport très énergivore, donc ils axent plutôt leurs calories vers les glucides, tout simplement. Donc attention à bien penser à vos protéines. Déjà de 1, parce que vous pouvez vous blesser si vous n'avez pas la dose nécessaire. Vous avez du mal à récupérer et il peut y avoir de la fatigue. Quand on est fatigué, le corps réclame de l'énergie et généralement, il ne réclame pas des concombres ou des carottes râpées, il va se tourner vers le sucre. Donc déjà, on va essayer d'avoir un bon apport en protéines pour bien récupérer, mais aussi être rassasié, que les protéines puissent jouer en fait leur rôle de satiété. Après, on va essayer de varier les sources de sucre lent. On est souvent sur des pâtes, du riz, du pain ou des pommes de terre, alors qu'on a des sources de sucre lent qui sont riches en fibres. Et les fibres, je vous le rappelle, permettent de réguler l'absorption des sucres, ce qui pourrait nous permettre de limiter le stockage et ce qui serait vachement plus intéressant pour un combattant. Donc je pense aux lentilles, aux pois chiches, au riz sauvage, ça peut être du quinoa. Donc vraiment réussir à varier ces sources-là. Ensuite, la troisième astuce, ça va être de ne pas faire de prise isolée de sucre. Le sucre, s'il arrive tout seul au niveau de la paroi intestinale, il va être stocké en majeure partie, à part si dans la foulée vous faites un effort et que vous utilisez ce sucre directement pour vous fournir de l'énergie. Mais si ce n'est pas le cas et que le sucre arrive seul, il va y avoir un pic de sucre dans le sang qui lui va favoriser la mise en réserve. Donc idéalement, on va essayer d'associer le sucre soit à une source de protéines, une source de graisse de qualité ou alors à une source de fibres, ce qui va nous permettre de réguler et justement de lisser le fameux pic de sucre dans le sang. Donc pour résumer, on augmente les protéines, comme ça elles jouent un rôle satiétogène, elles vont nous rassasier. On augmente la part de fibres via les légumes et les produits céréaliers complets et on évite de faire des prises isolées de sucre qui, elles, vont favoriser la mise en réserve. Maintenant, quelles sont mes 2 astuces à l'approche de la pesée pour booster la perte de poids? On va essayer de favoriser les légumes secs par rapport aux féculents. Donc on va sélectionner des lentilles, des pois chiches, des petits pois, des pois cassés, du maïs pour la source de sucre lent. Et on peut également aussi faire des repas cétogènes. Ce sont des repas dans lesquels on enlève totalement les sucres, qu'on va remplacer par des graisses de qualité comme un demi-avocat, une poignée d'amandes, de noix, de graines, même du fromage à pâte dure ou bien des olives. En fait, on va essayer de remplacer les sucres par des graines oléagineuses ou des fruits oléagineux qui vont nous permettre de nous diffuser quand même de l'énergie et de nous tenir au corps pour ne pas être affamé, ne pas mourir de faim. Et ça va nous permettre de booster la perte de poids. Mais pourquoi? Tout simplement, lorsque vous n'allez plus avoir de sucre dans le sang, vous allez en tant qu'être humain aller taper dans vos graisses de réserve pour créer du sucre et nourrir les cellules glucodépendantes de votre corps qui fonctionnent seulement avec le sucre, à savoir les cellules du cerveau et du foie. Donc, vous allez déstocker davantage. Donc ça peut être aussi un tips très intéressant. Donc, ce que je conseille généralement, c'est de mettre une portion de légumes secs à midi et puis le soir, on va partir sur un repas cétogène. Et ça porte vraiment ses fruits, on voit vraiment une différence. La perte de poids est boostée. Ah oui, et la dernière astuce la plus importante, essayez de mettre la moitié de l'assiette de légumes verts. Vous allez voir que ça fait vachement la différence. Je vois beaucoup de pertes de poids qui peuvent être bloquées parce qu'on met que de la carotte, de la betterave, de la tomate ou des poivrons ou des champignons. Mettez du vert dans vos assiettes et vous allez voir que les fibres vont jouer leur rôle de régulation et que vous allez pouvoir booster vos pertes de poids. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, plus de contenu et encore plus d'astuces.